Bonjour, chers auditeurs de Radio Clé de Vie. Ici Diane Gagnon, auteure, coach et conférencière. Et bienvenue à l'émission Apprendre à s'aimer grâce aux épreuves, une émission qui se veut porteur d'espoir, porteuse d'espoir pour se sortir de n'importe quelle situation. Mon but, c'est de rencontrer des gens comme vous et moi, qui ont vécu des épreuves comme vous et moi, puis qui ont appris à s'en sortir en travaillant sur eux-mêmes, en apprenant à s'aimer, puis en grandissant à travers ces épreuves malgré tout. Aujourd'hui, on va parler de survivre à une peine d'amour. Qui d'entre nous n'a pas connu une peine d'amour dans sa vie, et souvent plusieurs? Et parfois, ça prend des tournures plus dramatiques que d'autres, parfois c'est plus difficile que d'autres de s'en sortir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Talbot. Bonjour Valérie. Allô? Valérie est une amie à moi qui travaille aussi avec moi et qui a rencontré différents obstacles aussi dans sa vie, dont entre autres une peine d'amour récemment, dont elle va nous parler et comment elle s'en est sortie. Alors Valérie, parle-nous un petit peu de toi pour commencer, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. J'ai 47 ans. Je viens d'une région de la campagne, en fait. De quel endroit tu viens? Je viens de Lac-Etchemin, OK. tout près de la Beauce, c'est dans Bellechasse. Et j'ai fait des études comme à titre d'orthésiste-prothésiste. Oui. Et j'ai évolué dans ce domaine-là pendant quelques années. Et récemment, j'ai décidé de faire un virage professionnel sans trop savoir vers quoi que je m'en allais. Donc, j'ai sauté un peu dans le vide, sans filet, et je suis encore dans ce processus-là actuellement. Et Puis ce sautage dans le vide, ce saut dans le vide-là, plutôt, est-ce qu'il est consécutif à ta peine d'amour? Ça s'est fait avant, pendant? ça s'est fait après, je dirais plus après, mais ça avait débuté durant ma relation que j'avais. J'étais déjà en questionnement à cette époque-là. Mais je poursuivais là-dedans. J'ai fait un arrêt de travail à un moment donné, et là, pendant que j'étais dans un arrêt de travail, la rupture est arrivée. OK. Ah, OK. Donc là, ça m'a vraiment en plus forcé. Ça m'a projeté dans un grand trou. Un Là, grand questionnement. oui, exactement. Puis ça l'a fait en sorte que là, je me suis retrouvée quand même assez démunie à cette période-là. Est-ce que, dirais-tu que dans ta vie, tu en as eu plusieurs peines d'amour? Oui, j'en ai pas eu seulement qu'une, mais il y en a une qui vraiment a fait en sorte que ça a changé complètement ma vie, ma perception de la vie. Ah oui, à ce point-là? Ah oui, oui, absolument. J'ai tout remis en question, OK. complètement. OK. Mais oui, j'ai déjà eu des peines d'amour dues à mon bagage émotionnel. Je les gérais pas nécessairement bien, mais celle-là m'a fait vraiment remettre en question toute ma façon de voir ma vie en tant que telle. Là. Quand tu dis que tu gérais pas bien, ou plus ou moins bien, les autres peines d'amour, tu veux dire quoi, au juste? Ben, je veux dire que ça a toujours été difficile pour moi parce que j'ai une blessure d'abandon. Le rejet est très difficile pour moi. Puis, donc, quand j'ai déjà quitté, mais quand je me faisais quitter, je vous dirais que c'était difficile pour moi d'accepter ça, puis de gérer ça, c'était toujours plus fastidieux de m'en sortir. Mais je m'en sortais, puis c'était correct, puis bon, tu sais, on est plus jeune, on est plus fort, on Ouais. est plus Insouciant un peu. insouciant, puis tu sais, tu rencontres plus facilement, comme je Oui. pourrais dire, puis tout ça. Ça fait que, tu sais, il y a cette espèce justement d'insouciance-là qui fait que, bon, ok, c'est correct, là, à un moment donné, tu t'en sors, puis bon, tu règles pas nécessairement tout, là. Est-ce que tu règles quelque chose? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, tu passes des fois dans une autre relation, puis tu traînes tes affaires sans trop t'en occuper, Oui. puis sans trop porter attention. Oui. Aujourd'hui, c'est différent. Oui. Tu sais, avec l'âge, l'expérience, la sagesse qu'on espère qu'on acquiert, ça fait en sorte que là, tu dis, OK, wow, un peu, là, tu te poses plus de questions, puis là, tu dis, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Puis peut-être aussi que cette relation-là avait été plus importante que les autres. Absolument. Ça serait juste, on parle juste de la longévité de cette relation-là, ça faisait pratiquement 11 ans. Oh mon Dieu. Ben oui, je dirais à quelques semaines près, ça faisait 11 ans que cette relation-là durait, avec des hauts et des bas. Je pourrais dire aujourd'hui sans problème que c'était une relation toxique. Ah oui. Oui, c'était une relation où, étant donné que moi, mes blessures, je les avais jamais vraiment travaillées en tant que telles, j'ai déjà fait des thérapies, tout ça, mais il n'y a rien comme vivre des trucs pour nous projeter vraiment dans ce qu'on a à régler. Puis cette relation-là m'a permis de faire ça. Mais
l'autre personne ayant aussi des grandes blessures qui étaient complètement pas réglées du tout, même pas abordées. Ça a fait en sorte comme on dit, on se pesait ses pitons, puis Ah oui, ah oui. c'est devenu toxique assez rapidement. Donc, la relation étalée sur 11 ans, elle a eu des grands hauts et des grands bas à la mesure des hauts. C'était comme une relation euh, bipolaire, Ah quasiment. oui, ah oui, ah oui. Tu sais, c'était vraiment des grands hauts, des grands bas. C'était très chaotique aussi à des périodes, là. Quand vous vous êtes connus, est-ce que ça se passait bien? Vous êtes rentrés en relation, bon, 11 ans auparavant, là. Ouais. Est-ce que ça allait bien à ce moment-là? Oui, ça a été une relation qu'on est rentré rapidement. Tu sais, au bout de 2 mois, on restait ensemble. On s'établissait vraiment. Au bout de 6 mois, on achetait une maison. On déménageait, on s'établissait dans une autre ville. Ça a été beaucoup de changements pour moi aussi. Ça a été vraiment intense, là, puis j'étais euphorique là-dedans. C'était trippant. Puis c'était nouveau aussi. J'avais jamais vécu ça dans d'autres relations. Donc, cette personne-là m'a amenée ailleurs, là, tu sais. Puis elle m'a fait vivre des choses incroyables, là, tu sais. Mais donc, ça a duré, je dirais, 2 ans là, avec une 2 ans stabilité. de lune de miel, là. Oui, tu sais, oui, de lune de miel avec des accros quotidiens normaux, comme tout le monde en a, là, mais rien de majeur, là, tu sais. Est-ce que toi, tu avais l'impression d'être toi-même dans cette relation-là dès le départ? Est-ce que tu réussissais à t'écouter puis à être telle Non, que ça a été assez vite que j'ai mis mes besoins de côté pour m'ajuster, m'adapter. Moi, je suis une fille qui s'adapte facilement, peut-être trop même, c'est ça. C'est peut-être une partie du problème que j'avais à l'époque. Je m'oubliais facilement pour plaire, pour faciliter aussi la relation, tu sais. pour pas créer de conflit? Moi, tu sais, moi, je suis une fille en quelque part, j'aime ça simple, puis j'aime pas la chicane, j'aime pas les conflits, j'aime pas ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'achetais un peu la paix, puis ça me coûtait pas grand-chose, parce que d'emblée, je suis comme ça, tu sais. Okay. Fait que c'était facile pour moi. Mais à un moment donné, c'est devenu vraiment comme dans tout, là. Tu sais, puis là, je sentais qu'il fallait que je sois à la hauteur, puis tu sais que, bon, ça a pris des proportions énormes dans ma vie, mais je m'en rendais pas compte, évidemment. Tout ça se fait très insidieusement, très sournoisement, tu sais, ça se fait petit à petit, là. C'est toutes des petites affaires que tu mets de côté, une autre affaire que tu mets de côté. Oui, puis... je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit, tu sais, ça ne te dérangeait pas d'acheter la paix, mais tu sais, dans le fond, chaque fois que tu achètes la paix, tu reniais une partie de tes besoins. Oui, une partie de moi. Puis là, au bout de 2 ans, il est arrivé un conflit majeur impliquant une autre personne. Et puis là, ça a pris une tournure que là, il a fallu remettre la relation en question. Et puis, à ce moment-là, le fait de terminer la relation était venu de moi. OK. Déjà après 2 ans. Oui, en tant que tel, là, moi, j'étais prête, j'étais comme, on avait parlé, oui, c'est terminé, parfait, OK, moi, j'étais correcte avec ça. Je dis pas que ça me faisait pas de peine, j'étais chamboulée, j'étais à l'envers, puis tout ça, ça me faisait bien gros de quoi, parce qu'on parle toujours de l'abandon, du rejet, qui est là, toujours présent, toujours là, qui est prêt à, tu sais, mais à ce moment-là, on dirait que j'avais une force que j'avais plus rendue 11 ans plus tard. Okay. Parce que, il aurait fallu que je m'en tienne là, puis que j'arrête ça là. Parce que là, à ce moment-là, tu étais prête à te respecter, c'est ça, je comprends. Exactement. Mais les 9 années supplémentaires ont continué de gruger ton estime de soi. C'est exactement ça, tu as bien compris. Oui. Mais j'étais consentante. Oui. Mais peut-être qu'on ne mesure pas à ce moment-là ce qui nous attend. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rester plutôt que de mettre fin à la relation? Ben, parce que j'avais déjà... Moi, je suis une fille de couple. J'aime ça être en relation. Moi, je suis bien là-dedans. J'aime partager un quotidien. On avait déjà quelque chose de bâti. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu avant de cette façon-là, qui se traduisait dans une vie partagée. Une maison, tu sais, on avait changé de ville, on avait un nouvel environnement, des nouveaux amis, tout ça. J'aimais tous ces aspects-là. Puis là, ben, avec des promesses, puis des mots, puis des phrases qui accompagnent tout ça, que tu te fais dire, bon, ben, puis tu veux y croire. Tu veux y croire, puis mes intentions étaient nobles, étaient correctes, tu sais, dans le sens que, ben, coudonc, tu sais, tout le monde a le droit de s'enfarger, puis de, bon, tu sais, je veux dire, OK, go, tu sais, puis je suis rembarquée, puis je l'aimais encore, moi, là, tu sais, donc, c'est sûr que ça
pas pris grand-chose pour que je revienne, tu sais. Fait que là, tu es restée. Oui, je suis restée. Il y a dû y avoir une autre période de lune de miel. Oui, exactement. Les grands hauts et les grands bas, Ouais. c'est comme ça. Fait que là, il y a eu une période de lune de miel. Et puis... Là, vous ne travaillez pas ensemble, là, vous Non, autres, non, vous non, étiez non. chacun Oui, de votre côté. oui, oui, elle avait son travail, moi le mien, mais malgré le fait que là, moi j'ai décidé de faire un retour à l'école durant cette période-là, OK. après, je suis retournée à l'école, moi, puis là, je me suis vraiment dédiée à mes études, j'étais là-dedans 7 jours sur 7, j'ai eu des résultats extraordinaires, je me suis complètement engagée dans ça, ce projet-là. Donc, T'étais allée étudier en quoi déjà? comme orthésiste, OK. prothésiste à Montréal, au OK. Collège Montmorency à Laval. Puis nous, on restait à Montréal, en banlieue ouest. Et puis, donc, c'est ça. Pendant les 3 ans, j'ai été à l'école. Et puis, ça allait super bien, tout ça. Mais à la fin de mes 3 ans, moi, j'avais comme projet de partir en affaires après mes études. Puis Ta mon clinique. projet, oui. Mhm. Puis mon projet étant entamé, j'avais des partenaires qui voulaient embarquer avec moi. Comme tel, j'ai terminé, moi, la première de mon année. OK. Donc, les professeurs, puis il y a des gens qui m'avaient ciblée, puis qui disaient, elle, c'est à part de quoi, ça va marcher, Ouais, tout ça. Hein? ouais. Donc, j'avais un peu entamé mon projet, tu sais, puis, et là, ma conjointe de l'époque m'annonce qu'on déménage à Québec parce qu'elle a un contrat à Québec. Donc, et là, moi, ça me déstabilise beaucoup. Et Parce que tu étais prête à t'installer à Montréal. moi, je focusais sur mes projets, là, Ouais, tu sais, donc... ouais. Et là, ben, je suis partie, on est reparti, on s'est revenu à Québec. J'ai mis mes choses à moi de côté Est-ce que tu te disais, je vais ouvrir une clinique à à Québec? Québec, mais une fois rendu à Québec, c'est pas la même affaire pantoute. Le marché est totalement deux mondes. Ah oui? Le marché à Québec est extrêmement difficile. J'arrivais ici, j'avais pas de partenaire Qui te qui connaissait. me connaissait. J'avais pas. Tu sais, là-bas, j'avais quelqu'un qui me prêtait un local. Ma, Ah, ma oui. physiothérapeute, ma chiro, excusez, elle me prêtait un local pour commencer. Oui, wow. Hey, c'est beaucoup, là. Oui, Tu sais, puis elle me fournissait sa clientèle, Eh, là. mon Dieu, oui. Puis j'avais besoin d'un directeur de lab. Il y a un de mes profs qui voulait le faire pour moi, tu sais, pour m'aider à partir. Fait que j'avais vraiment des éléments aidants qui m'auraient amené, tu sais, à... Et là, à Québec, j'avais rien de ça, là. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'affaires, là. Puis j'avais pas ça, moi, là. Je pouvais pas faire ça juste comme ça à Québec, là. Je n'avais pas de partenaire. Qu'est-ce que tu as fait en arrivant? As-tu essayé de faire des démarches pour trouver quelqu'un? Parce que là, je comprends que ça fait 3 ans que tu étudies, donc tu n'as pas de revenus. Non, c'est ça. Donc, c'est ta conjointe qui fait vivre C'est ça. le couple. Je suis supportée par ma conjointe de l'époque. Puis c'est bien correct comme ça, c'est accepté, tout est beau. C'est des décisions qu'on prend de façon commune, puis on est un couple. C'est pas parce qu'on est dans une relation homosexuelle que ça marche pas comme n'importe quel couple, là, tu sais. Ouais. Donc, tout était comme ça, puis c'était correct, puis c'était convenu ainsi. Puis, mais là, à un moment donné, moi, après mes études, là, je veux me lancer, tout ça. Fait que ce qui est arrivé à Québec, je me suis trouvé un emploi dans un centre public, le centre François Charon, comme la plupart des gens connaissent. Oui. Puis j'ai travaillé là dans ma profession. Et puis, Pendant combien de temps? pendant 4 ans. 4 ans. J'ai été OK. là 4 ans. Et puis, donc c'est ça. Là, on est revenu à Québec, on s'est établi à Québec. Et, Est-ce que tu avais déjà des amis ici, toi? oui, moi, je suis étant originaire d'ici. région, OK. Oui, oui, tout mon monde, ma famille, la plupart de ma famille est ici. Donc, j'ai une sœur à Toronto, un frère à Montréal, mais le restant de ma famille, on est une famille nombreuse. Ils sont tous ici dans OK. la région de Québec, plus précisément sur la rive sud de Québec. Donc, mon monde, mes amis, c'est plus ici. Professionnellement, ça aurait été mieux que je reste là-bas, Oui. mais socialement, Ouais. c'était correct que je m'en revienne à Québec. Mon cœur, une partie de mon cœur a toujours été ici, là. Est-ce que ça crée des frictions, le fait que tu abandonnes ton projet Oui, pour t'en aller ici? Oui. oui. Et là, on est tombé dans une autre crise. OK. On est tombé dans une autre crise. Ça, plus le déménagement, parce qu'on s'entend que c'est toujours gros un déménagement Ouais, de ville, dans ouais, une vie, ouais. dans un couple, peu Ouais. importe. Même si on revenait à une place où on était, ça changeait la dynamique. Et puis là, ben, encore là, il y a eu une crise à passer, qu'il aurait fallu encore là que je prenne ma place, puis que je prenne ma position, puis m'en tenir à ça, puis me respecter, ce que j'ai pas fait. Est-ce que vous êtes rendu jusqu'au point de rupture comme Oui. 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 Il y a eu une autre pseudo-rupture, parce qu'il y en a eu 5 au Oh total là là, de ça. OK. La 5e étant la dernière et ultime et la plus dramatique, là. Mais
Et là, tu as décidé de rester ou vous avez décidé toutes les deux de dire, OK, on passe à travers cette crise-là encore une fois? C'est ça. Est-ce que les deux ont mis de l'eau dans leur vin à ce moment-là ou tu as l'impression que c'est plus toi? Bien, quand on se met d'accord, qu'on poursuit la relation, on est toujours prêt à mettre de l'eau dans son vin, les deux parties, là, tu sais. Ça se traduit-tu comme ça par la suite? Pas toujours certaine. Les intentions sont là, mais dans le concret, des fois, la vie t'amène ailleurs, puis tu reprends des roulières qui étaient déjà là, tu sais. Donc, on s'entend que c'est pas toujours évident, tu sais, Donc, c'est ça. Ça a été une autre crise. Donc, plus ça allait, plus les crises étaient intenses et violentes. Pas physiquement, on s'entend, mais violentes émotivement. Et ça, il y en a eu. Vous vous blessiez oui, de plus en plus chaque fois. Là, oui, puis là, moi, mon estime de moi était en chute libre à chaque fois. Pourquoi? Et je devenais de plus en plus dépendante de cette personne-là. Parce que plus mon estime baissait, plus j'avais besoin. C'était proportionnellement égal. Donc, j'avais besoin de m'accrocher parce que mon estime puis ma capacité à prendre soin de moi diminuait complètement. Donc, j'avais encore plus besoin. Alors, tu t'oubliais encore plus. Donc, c'était de plus en plus toxique. Parce que mon besoin, puis le fait que je m'accrochais, grandissait proportionnellement au fait que mon estime chutait. Ouais. Donc, c'était extrêmement toxique. Puis, à chaque fois que je décidais de rester, à chaque crise qu'on a eue que je décidais de rester, je me reniais encore plus. Est-ce que tu avais l'impression que ta conjointe se sentait plus forte du fait que tu te renies davantage puis tu disais, OK, je vais rester encore? Absolument. Ah oui. Absolument. Est-ce que tu l'observais à ce moment-là ou c'est avec le recul que tu peux dire? C'est plus avec le recul, je dirais, parce que quand j'étais dedans, je peux dire, je le ressentais à certains égards, à certains moments, mais j'étais trop omnibulée par ma détresse puis par mon manque intérieur puis ma détresse qui s'en allait en grandissant. J'étais tellement focusée là-dessus que j'arrivais pas à analyser la situation clairement puis avec un discernement qui aurait fait en sorte que les choses auraient été différentes finalement. Non? Est-ce qu'autour de toi, tu avais des amis ou des membres de ta famille qui te disaient, Valérie? Oui. Ouais. J'avais des gens qui me disaient, surtout ma famille, qui me disaient, voyons, reste pas là-dedans, Val, qu'est-ce qui se passe, on te reconnaît plus. Ma mère, elle me reconnaissait plus partout. Ma mère, elle dit, c'est pas la Valérie que je connais, là, tu sais. Tu te décrirais comment à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais grosse de même. J'étais petite. Puis je me sentais extrêmement vulnérable. N'importe quoi aurait pu m'écraser. J'étais rendue, j'avais plus d'estime de moi. J'étais complètement figée, j'étais pétrifiée sur place. Ouais. Oui, j'étais paralysée. Et puis, je voulais prendre une décision concernant ma carrière, concernant ma vie professionnelle, je n'étais pas capable de faire aucune décision. Fait que tu es toujours à François Charon. Tu vis dans une relation qui est de plus en plus toxique. De plus en plus toxique. Ton estime de toi diminue. S'effondre tout le temps. Ton moral, il est comment? Est-ce que tu Mon moral, il n'est pas haut. Non. Puis quel genre de vie vous aviez? Je pense que vous aviez on avait dans l'abondance, pas mal. Très dans l'abondance. Ma conjointe de l'époque gagnait super bien sa vie. Puis honnêtement, sa vie, je veux dire, elle avait un métier très correct, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais c'est ça, on était dans l'abondance, on vivait dans une grosse maison, des voitures de l'année, des gros voyages. Dans l'abondance. La maison dorée, là, la prison dorée. Exactement. Pour moi, c'était vraiment une vie, une prison. C'était une prison dorée. Je m'en rendais pas compte. C'est sûr que j'étais confortable, j'étais bien. Écoute, quelqu'un me dirait, écoute, tu avais tout pour être heureuse, c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est ça, c'est que je l'étais pas heureuse. Ouais. Tu sais, c'était pas bien. C'est pas l'abondance qui nous procure le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, mes moyens sont vraiment pas si grands que ça. Puis je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Là. Au côté vie sociale, est-ce que vos amis se rendaient compte de ce que vous viviez? Est-ce que votre malaise dans le couple transparaissait?
Mes amis, à moi, je les voyais plus. Ah non? Non. T'avais renié tes amis? J'étais isolée. Parce qu'elle avait choisi de t'en isoler? Comment ça s'était passé? Ben, c'est que, tu sais, quand tu es en couple, puis que tu décides de faire des activités, ben, tu choisis tes activités ensemble. Donc, on a été beaucoup plus dans son cercle d'amis que dans le mien, vu que moi, j'étais en train de m'effacer puis de m'oublier, là. OK. Tu voulais lui faire plaisir encore. Donc, c'était toujours dans ses amis. Puis les amis, ses amis, c'était aussi des gens comme très matérialistes, dans le superficiel, dans l'abondance. C'était ça qui était important. Moi, je me reconnaissais pas là-dedans, mais je m'obstinais à évoluer là-dedans quand même, puis à essayer de trouver ma place là-dedans, mais je l'ai jamais trouvé, ma place. Je me sentais pas bien, moi, là-dedans. Là. Donc, Mais est-ce que tu t'en rendais compte, ce malaise-là? Là? Étais-tu capable de le nommer? Le nommer, non. Mais je ressentais que je n'étais pas à ma place. Il y a quelque chose qui me disait que je sais pas, ça résonnait pas en dedans. C'était pas c'était une vie empruntée, c'était pas ma vie. C'était pas mes choix. Empruntée. Wow. Ouais. C'était pas la mienne. Est-ce que vous aviez de plus en plus de conflits à partir de là? Comment ça se déroulait? Ou c'était Oui, non, il y avait beaucoup de conflits. C'était une relation conflictuelle, de beaucoup de confrontation puis de compétition même. Je dirais même de la compétition. Je dirais jusque-là. Oui, oui, oui. Je te dis, ça l'a pris tous les aspects. Ça s'est étendu là, comme de la mauvaise herbe, là, ça s'est étendu dans tous les aspects. Puis c'était vraiment. Oui, c'était difficile à vivre au quotidien. Là, puis moi, j'avais beaucoup de pression sur moi parce que je ressentais des attentes qui venaient de ma conjointe. Puis, mais c'était pas nécessairement des attentes nommées clairement, mais c'était des attentes. Étant donné que moi, j'étais paralysée de par où j'étais rendue dans mon non-affirmation puis ma descente, mais plus j'étais paralysée, plus comme il y avait des attentes qui n'étaient pas comblées, puis qui n'étaient pas... Tu avais l'impression que tu ne les comblais pas. C'est ça, tu sais. Puis je les comblais pas, c'est certain, parce qu'à un moment donné, c'est devenu tellement intense que c'était même plus vivable, là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous amener au point de rupture, au final? Ben, en fait, ça a été... en fait, le point final a été accompagné d'un accident grave de ma mère qui a fait une chute puis qui a failli mourir. C'est vrai? Oui, 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 absolument. Puis une semaine après, ma conjointe me quittait comme ça, out of the blue, comme on dit. Ah, oui. Moi, je suis en train de gérer une crise avec ma mère qui est à l'hôpital, des opérations puis tout. Puis une semaine plus tard, je suis complètement démolie. Tu sais, ma mère, tu sais, mon père est décédé, ma mère, c'est tout ce qui me reste, ben, à part mes frères et soeurs, évidemment, mais côté parents. Ouais. Et là, je me fais laisser comme ça, bang. Tu l'as pas vu venir, là, ben, je ne l'ai pas vu venir. Je veux dire, ça fait 11 ans que je suis dans une relation conflictuelle. J'aurais dû le voir venir, puis j'aurais dû même le faire moi-même, tu sais. Mais non, je ne l'ai pas vu venir comme tel. Pas là, pas à ce moment-là, puis pas, tu sais. J'étais préoccupée, moi, là, tu sais, puis... Donc, quand c'est arrivé, c'est ça, ça a été 10 roues en pleine face, là, puis, et là... Pourquoi, est-ce que c'était intentionnel, tu penses, de sa part, de choisir le moment où tu es le plus vulnérable pour te dire ça, ou c'est un concours de circonstances qui a... Non, je pense qu'elle a comme pogné une écœurantite aiguë de notre situation, que là, en plus du fait que ma mère avait tombé, j'étais un peu... moins disponible? Bien, j'étais beaucoup... comment je dirais bien ça, préoccupée évidemment par le sort de ma mère. Puis j'avais un projet professionnel qui commençait à se dessiner à l'horizon. Puis là, quand je lui ai manifesté le fait que j'ai dit là, je vais repousser mon projet parce que je vais m'occuper de ma mère. Je pense que là, ça a été le clou qui a fini de me renfoncer. Là, pourquoi? Parce qu'à ses yeux, il fallait que tu aies une réussite professionnelle importante? Je pense que oui. C'est ce que je ressentais. Okay. C'est-tu ça vraiment? Elle me l'a jamais vraiment dit, mais je sais que ça fait partie des choses qui... Tu sais, quand l'autre personne ne t'admire plus. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. Le fait que je me suis moi-même pas respectée, abandonnée, mon estime de moi était basse, j'étais paralysée professionnellement parlant, je ne savais plus où me garrocher, mais l'autre personne perd l'admiration. Puis quand tu n'admires plus l'autre personne, je pense que l'amour aussi s'effrite tranquillement. Je pense que c'est ça qui est arrivé.
Alors là, tu restais avec elle. On restait ensemble dans notre maison de rêve. Oui, puis là, elle te dit, c'est terminé. C'est terminé. Tu as combien de temps pour te revirer de bord? J'ai pas bien de temps pour me revirer de bord parce que là, elle a déjà quelqu'un. Oh. Donc, c'est une double trahison parce que c'était une de mes amies. Oh là là! Donc, j'ai complètement perdu la carte. Dans le sens que ça ne voulait plus fonctionner normalement dans ma tête. Et les jours qui ont suivi cette annonce-là, j'ai ce qu'on appelle connu des crises d'angoisse. Je connaissais pas ça, je savais pas c'était quoi, ça m'était jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. T'étais où quand c'est arrivé? Dans la maison. OK. Puis ma conjointe n'était pas là. OK. Quand ça m'arrivait, là, j'étais seule. Tu t'es paniqué? C'était la panique totale. Je me comprenais plus. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu appelais quelqu'un à la rescousse? Oui, j'ai une chance que ma famille était là. J'appelais ma soeur. Il y a une de mes soeurs, entre autres, que j'aurais pas dit, elle m'a sauvé la vie, c'est sûr. J'appelais parce que je tournais en rond. Physiquement, concrètement, je tournais en rond dans la maison comme un chat dans une cage. Parce qu'une crise d'angoisse, c'est pas juste psychologique, c'est Non, physique oui, aussi. c'est physique. Et là, je tournais en rond. Et là, je suis en train de développer des espèces De toc? des espèces de tocs, oui, je pourrais dire ça, des tocs subis, là. Et je devenais lubique aussi, là, puis là, je me mettais à tourner en rond. Mais ce qui est le plus capoté dans tout ça, c'est que je le savais. Ma conscience savait ce que j'étais en train de faire. Je me disais, ça n'a pas d'allure. Mais je n'étais pas capable de l'empêcher. Je n'étais pas capable de me contrôler, de dire, hey, 2 minutes, là. Je n'étais pas capable de faire ça. J'étais complètement à la merci de mes émotions. Mes émotions me menaient comme une petite marionnette. Mais je le savais. Je me voyais aller, mais je n'étais pas capable de rien faire. Puis c'est ça qui était le plus capoté. Puis c'est ça que je disais à ma soeur. Quand je l'ai appelée, j'ai dit, je me vois aller. Je suis en train de virer folle. Puis je ne sais pas comment faire pour arrêter. Est-ce que tu t'en voulais? Oui. La culpabilité, Le jugement? Je me jugeais, j'étais bourreau, victime. Écoute, tout y a passé, là. Tout y a passé au complet. Ça a été infernal. Ta sœur, quand tu l'appelais dans cet état-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait te chercher? Des fois, elle venait me chercher. Des fois, elle me gardait au téléphone jusqu'à temps qu'elle était sûre que là, ma crise avait baissé. Ça durait combien de temps? Ça dépend. La plupart du temps, c'était jamais en bas d'1 heure, je te dirais. Eh, mon Dieu! C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est long. 1 heure en état de crise, c'est long. Est-ce que tu es allée consulter pour ça? Qu'est-ce que tu as fait? Là, ce que j'ai fait, premièrement, la première crise que j'ai vécue, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Bien, j'avais aucune idée. Au début, non. Là, après ça, je me suis dit, ça doit être ça, une crise d'angoisse, parce qu'il y a une de mes amies qui restait dans ma rue, qui m'avait déjà parlé de ça, parce qu'elle, elle en faisait. Alors, que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon amie, j'ai dit, écoute, c'est-tu ça, une crise d'angoisse? Là, j'ai dit ce que je faisais, ce qui se passait, puis tout ça. Elle me dit, oui, tu t'en viens ici, je vais m'occuper de toi. Fait que, elle m'a aidée, et elle m'a donné des calmants qu'elle connaît, parce qu'elle a dit, moi, je suis chronique à l'année. Elle dit, je suis diagnostiquée, puis elle dit, je sais très bien, elle dit, je pourrais l'enseigner quasiment au docteur, là, tu sais. Fait qu'elle dit, là, tu vas prendre ça, mais elle dit, t'appelles ton médecin devant moi pour prendre rendez-vous. Tu as eu des anges, hein? J'ai eu des anges qui m'ont transportée, là, parce que comme je dis, là, moi, je n'étais pas à ramasser la petite cuillère, j'étais à ramasser la pince à épiler. Vraiment. OK? Puis j'ai eu des anges, là, qui m'ont transportée, là. Écoute, si j'avais pas eu ma famille, puis quelques amis qui me restaient, qui étaient encore là, ou même des fois des amis que tu sais même pas que c'est tes amis, finalement, qui ont été là juste comme ça, tu sais, j'aurais dormi sur un banc de parc, parce que j'ai tout perdu. Je me suis ramassée devant rien. J'avais pas d'emploi, j'avais plus de maison, j'avais plus de conjointe, j'avais plus rien. Tu es sortie après que tu aies annoncé la nouvelle, ça t'a pris combien de temps avant de sortir de la maison? Ça n'a pas été long, parce que c'est pas qu'elle m'a vraiment forcée à sortir de la maison, parce que non, je dirais, c'est moi qui est partie parce que j'étais en train de capoter. Oui, tu étais je pouvais plus de être toute là. évidence mal dans cette maison-là. Oui, là. exactement. Puis elle venait de façon sporadique, puis elle repartait rejoindre l'autre personne. Fait que là, moi, c'était des déchirures incroyables à chaque fois. C'était plus vivable. Donc, vois-tu, ça s'est arrivé vraiment comme le 9 ou le 10 décembre. C'était juste avant les fêtes. Ma mère venait de se casser la jambe. Puis, je suis partie de la maison. J'ai quitté la maison juste avant Noël, genre le 22 ou le 23 décembre. J'ai embarqué mon stock dans mon auto. J'ai ramassé mon chien.
Puis je suis partie à Toronto chez ma soeur passer Noël avec elle. Tu as conduit tout ça dans Oui. l'état où tu étais? Oui. C'est brave. J'ai failli me tuer en montant d'ailleurs parce que j'ai pas réalisé que j'avais pris un médicament, un Oh, mon anti-anxiolytique, Dieu. qui Tu m'a t'endormais? donné de la somnolence. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, j'étais sur l'accotement. Je me suis rangée, j'ai rentré dans Tim Hortons, j'ai dormi, j'ai pris un café, j'ai repris la route, puis là, j'étais correcte après. J'ai failli me tuer sur la route. Ouais. Puis encore là, j'avais des anges qui m'ont ramené, ça c'est sûr. Ça a été quelque chose, là, vraiment. La période pas de guérison, mais de peine d'amour, on va appeler ça comme ça, là, de douleur, là, suite à la peine d'amour, ça a duré combien de temps? Je dirais que la première année a été une résurrection lente. OK. Je dis une résurrection parce que je réalise que je suis morte à ce que j'étais vraiment. Et l'autre affaire, c'est que j'ai passé vraiment, vraiment, vraiment à deux cheveux de me suicider. Oh mon Dieu, jusqu'à ce point-là. Oui. Encore là, c'est pour ça que je dis que ma soeur m'a sauvé la vie, entre autres, parce que au moment où j'étais pour commettre l'acte, le téléphone a sonné, puis je ne sais pas, elle a probablement senti, puis elle m'a sorti de là. Tu étais À la maison. Dans la maison? Oui, dans la maison. Ça, c'est juste avant que je parte. OK. Oh mon Dieu Seigneur. Et là, c'est là que elle m'a dit, il faut que tu sortes de là. Tu ne peux plus rester là. Tu vas y laisser ta peau. Tu sors de là. Et là, elle m'avait suggéré même d'aller dans un centre de crise Oui. ou dans un hôpital Oui, ou quelque chose. oui. Je ne pouvais pas me faire à cette idée-là. Non. Mais là, je suis embarquée dans mon auto, puis je me suis en allée chez ma soeur à Toronto, passer les fêtes, tout ça. J'ai resté là un mois chez ma soeur. Elle m'a accueillie, elle m'a aidée. Ça, c'est mon autre soeur. J'en ai plusieurs, là. On est 8 chez mon nous. Dieu, oui. Ouais, on est 8, je suis la dernière. Donc, j'ai 3 sœurs, 4 frères. Donc, ma sœur de Toronto m'a accueillie pendant un mois. Et ce mois-là était très intense. Là, j'étais sur les médicaments. Et puis, je n'ai perdu des bouts. Je dirais, j'étais médicamentée assez fortement. Ce qui est correct aussi, parce que ça m'a aidé. Regarde, il fallait que je dorme, il fallait que, tu sais, bon, c'était correct, oui. C'était correct pour toi à ce moment-là. Exactement, ça a été correct. Et puis, quand je suis revenue de Toronto, j'avais pas plus de place où aller rester, là. Pas vrai, je m'en allais retourner là. Non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté chez mon frère à Montréal. T'as passé En passant, j'ai passé un an. Ah oui! J'ai passé un an chez mon frère à Montréal. Il m'a dit là, tu vas rester ici, il n'y a pas de problème, tu vas rester avec moi. Lui, il était seul, il était célibataire à ce moment. Non, il n'était pas célibataire, mais il fréquentait une fille, ils ne restaient pas ensemble, tout ça. Fait que, il dit, tu vas rester avec moi à mon condo, puis tu vas te trouver de l'ouvrage ici. Puis c'est vrai qu'à Montréal, les emplois dans mon domaine, il y en a beaucoup plus, comme on disait tantôt. C'est la même affaire au niveau du travail aussi. Je me suis trouvé une job. Je suis arrivée chez mon frère début janvier, puis le fin janvier, je travaillais. Je me suis trouvé un bon emploi dans mon domaine. Tu étais capable de te concentrer pour faire tes journées de Tranquillement, travail? oui. Là, tranquillement, j'ai émergé. Là, mais je me souviens, au début, avant que je me mette à travailler, ça m'a aidé là, de me trouver un emploi. Là, Oui, parce que là, ça te ramène, là, oui. Ça te ramène dans le concret, puis arrête un peu. Ça te ramène dans le moment présent, Oui. au lieu de vivre dans le passé puis dire, mon Dieu, Parce qu'est-ce qui s'est qu'avant ça, passé? là, je pouvais être assise sur le divan, enveloppée dans une couverte, à fixer le mur pendant toute la journée. Là. J'étais complètement... J'étais en dépression, j'étais sous le choc, j'étais post-traumatique. Là. Puis là, est-ce que tu avais des contacts parfois avec ton ex? Oui. Il n'y a pas une semaine où je ne recevais pas un appel pour régler évidemment des choses. Des choses matérielles? Des choses matérielles, que ça. Et aucun support de rien, même après 11 ans, j'étais une quantité très négligeable. Et À chaque fois qu'elle t'appelait, ça te faisait mal? ça me faisait mal parce que c'était très conflictuel. Là. Il y avait beaucoup de ressentiment. Elle m'en voulait beaucoup. Elle t'en voulait? Elle m'en voulait beaucoup. C'est ce que je ressentais vraiment. Elle avait beaucoup de colère contre moi. Ça, c'est le bout que j'ai jamais vraiment compris. Là. Mais bon, je peux comprendre que quelqu'un n'aime plus. OK, c'est terminé. Je ne suis pas la première qui s'arrive. Là. Je veux dire, des ruptures, il y en a. Là, après 10, 15, 20 ans, 30 ans. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais il y a eu une espèce d'acharnement après que je ne comprendrai jamais pourquoi ça s'est fait comme ça, pourquoi elle s'est acharnée. Ça a duré combien de temps, cet acharnement-là? Ça a duré
jusqu'au mois... La rupture s'est faite en décembre, puis je dirais que tout a été réglé mars-avril à peu près. Donc, 4 mois de... Intense, là, de rentre dedans solide, là. Puis évidemment, tu n'es pas en état de te défendre à ce moment-là. Non, j'étais encore extrêmement vulnérable. J'ai peine à reprendre des forces, j'ai peine à me rebâtir, j'ai encore des crises importantes seule, là, tu sais, genre tu te roules en boule, puis tu... Fait que j'ai peine là, à émerger de ça, puis il n'y a pas une semaine où je me fais pas rentrer dedans pour des choses matérielles, puis des trucs comme ça. Ça se peut-tu, ma théorie, est-ce que ça se pourrait que c'était sa culpabilité à elle qu'elle te reprochait? Parce que souvent, les gens qui sont coupés de leurs émotions vont renier ce qu'ils ressentent pour le projeter sur l'autre. Est-ce que ça se peut qu'elle s'en voulait à elle, mais il fallait que ce soit à toi qu'elle en voulait, qu'elle en veuille, pardon, mais elle se sentait coupable, mais elle te faisait sentir coupable? C'est exactement la même théorie que j'ai eue par après, plus tard. Tu sais, tu repenses à tout ça un peu plus dans la tête reposée, quand tu vas mieux, avec détachement. Tu sais, tu le regardes à une distance de bras, tu dis « Ah, OK ». Et c'est la conclusion que j'ai eue, ça ressemble pas mal à ça, que c'était aussi de se donner raison d'avoir fait ça. Faire passer l'autre pour le méchant pour dire j'ai-tu bien fait de m'en débarrasser? Oui, exactement, parce que... C'est dur, ça, sur ton estime de toi, à toi. Ben oui. C'est pour ça, ça finissait plus, là, c'était plus assez, la rupture, ça continuait encore. C'est cette partie-là aussi que je comprenais pas. J'étais comme, ben voyons donc. C'est fini, là, arrête. Oui. Hey, moi, j'ai jamais pris le téléphone pour appeler, là, pour whatever, là. Jamais. Moi, là, je suis partie, j'ai payé mes petites affaires. C'était fini, là. Je voulais juste me guérir, puis je voulais juste que ça soit terminé, tout ça, là. Puis... ça finit par finir en mars ou avril, là, tu disais? Ça a fini par finir, concrètement, et il a fallu que je dise, moi, qui a été laissée bardasser, que je ne voulais plus qu'elle m'appelle. Je ne veux plus, c'est terminé. Tout est réglé, il n'y a plus de raison de se parler. Je ne veux plus que tu m'appelles. Est-ce qu'à partir du moment où tu as dit ça, est-ce que ce serait ça le point tournant où tu as peut-être commencé à te rebâtir? Est-ce qu'il y a un moment où tu l'identifies comme étant... Ça n'en est un, oui. Ça en est un. C'est le moment où tu as arrêté d'acheter la paix, finalement. Oui. Là, tout était réglé. Final, maison, notaire, les comptes séparés, les cartes de crédit, tout ça, là. Tu sais, tout ce qui est technique, matériel, bébelle, whatever, c'était terminé. Mes affaires étaient sorties de la maison, j'avais plus d'attache, j'avais plus rien. Ce moment-là, ça a fait comme... Il y a un lien qui s'était rompu. Oui. Mais ça a été long, là. Après, moi seule, là, de plus rien, là, ça a été de me rebâtir tranquillement. Comment tu as fait ça? Comment j'ai fait ça? Est-ce qu'il y avait des petits gestes ou des choix différents pour toi que tu faisais qui t'ont permis de dire « Ah, aujourd'hui, je vais mieux qu'hier », tu sais, puis d'observer que tu prends du mieux un peu chaque jour? Oui. Quand j'ai commencé à travailler, comme je disais, ça a été un point déterminant aussi, aidant, parce que là, je gagnais des sous. Mon frère m'aidait beaucoup aussi. Il ne me demandait rien là, pour loyer ou quoi que ce soit, là, même l'épicerie. Il dit là, tu vas te refaire, tu vas te faire un petit fond, quelque chose, parce que là, il fallait, là, moi, que juste aller m'acheter quelque chose seule, avec mon argent, sans demander à personne. J'avais du fun. Parce que quand tu étais avec ta conjointe, tu lui demandais des sous pour aller... Ben, tu sais, quand tu travailles pas, puis que c'est l'autre personne qui arrive avec l'argent. Qui arrive avec l'argent, moi, j'ai un grand respect pour ça. J'ai jamais abusé de rien à ce niveau-là. Fait que, par respect, vu que c'était pas moi qui gagnais l'argent, c'est sûr que je faisais pas n'importe quoi, n'importe comment, puis je partais pas en peur, là, tu sais. Il y avait toujours une façon que je m'y prenais pour... Bon, ben, je vais aller acheter telle affaire, c'est correct, ça va, tu sais. Je lissais ça tranquillement, tu sais. Ça se faisait assez naturellement, c'était correct, mais il fallait quand même, quelque part, il fallait quand même que je rende des comptes pareils. Et là, ça, c'était terminé. Et je me sentais libre. Wow. Je me sentais libre de l'acheter une niaiserie. Ouais. J'avais du fun, j'étais comme, wow, j'avais oublié comment ça filait. Es-tu capable d'identifier quelques-unes des étapes là, où tu voyais que ça
ça allait mieux ton état? Tu sais, y a-tu des moments où tu as renoué avec ton cercle social ou bien que... Oui, quand, là, je me suis mis à rester à Montréal pour mon travail que j'avais trouvé à Montréal, mais je voulais m'en revenir à Québec. Fait que ce que je faisais, les fins de semaine, je m'en revenais à Québec, puis ça donnait un break à mon frère aussi pour voir sa blonde, puis il y a une fille, puis elle voyait aux 2 semaines. Bon, fait que ça donnait un break à tout le monde, puis moi, j'avais des places à coucher à Québec, ma famille, mes amis, tout ça. Puis oui, j'avais renoué avec des gens, puis là, j'avais refait mon cercle d'amis tranquillement, tout ça. Fait que quand je venais à Québec, puis qu'on avait des activités entre amis, Ça devait te faire du bien. ah, hey, ça me faisait du bien, j'avais du fun. Puis là, je commençais à être dans un mood, là je commençais à m'ouvrir comme une fleur, là, tu sais. Comme j'étais le lotus qui sort la tête Oui, de l'eau puis qui s'ouvre. exact. Ouais. Puis, ah, wow, c'était bon, là, ça m'appartenait à moi, là, c'était Wow. moi, là. Ouais. Je me suis mis à focusser sur moi, je faisais des belles lectures, je pouvais apprécier un bon livre, puis là, tout s'est remis tranquillement en place. C'est de voir mes amis, faire des choses pour moi. Comme je disais, aller magasiner tout seul, avec tes sous. Pas avoir à suivre d'horaire de personne d'autre. Puis ton cheminement spirituel ou personnel, il s'est intensifié aussi dans cette période-là. Parce que là, Oui. évidemment, on se pose beaucoup de questions quand ça nous arrive, des Oui. choses comme ça. On a envie d'avoir des réponses. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Moi, je me suis mis à lire. J'adore lire, pour moi, c'est essentiel. Et c'est quelque chose que je faisais plus beaucoup non plus. Et là, je suis tombée par hasard sur un livre. Moi, je ne crois pas au hasard, c'est pour ça que je fais des guillemets, là. J'ai mis la main sur un livre qui était chez une de mes amies. Et puis, j'ouvre le livre, commence à lire ça. C'était Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle, qui se trouve être la suite de le pouvoir du moment présent. Mais je ne savais pas qu'il y avait le pouvoir du moment présent. Moi, je suis tombée sur celui-là. Fait que je me suis mis à lire ce livre-là, qui est quand même assez complexe quand tu n'as pas lu le premier, parce qu'il va plus loin dans l'ego puis tout ça. Et puis là, j'ai lu la première page, je l'ai refermé, j'ai fait « Ouh, OK ». Je l'ai laissé là, j'ai dit non. Et mais là, il restait là, le livre, puis il m'achalait, là. Il te faisait des signes. Il m'appelait, là, c'est comme « Youhou ». Fait que là, finalement, j'ai ramassé le livre, je dis « OK, je vais lui donner une chance, je vais aller plus loin ». Et là, j'ai continué ma lecture, puis là, j'ai été accrochée. Et là, je me suis mis à lire. Ça a été le début vraiment d'un éveil sur le moment présent, l'ego, ce qu'il nous fait faire, toutes les mémoires, le corps de souffrance, les mémoires cellulaires, les blessures de la naissance, d'avant la naissance, que tu traînes, des fois même de vie en vie. Oui, oui. Là, j'ai tout compris. Là, tout prenait un sens. Et là, j'ai commencé à voir ce qui m'était arrivé comme une bénédiction. Oh, j'aime ça, ça. Alors, ta peine d'amour, ta relation toxique, ta peine d'amour... Qui m'a projetée à terre, mais pas à peu près. C'était comme détruire l'ancien pour construire du nouveau. Mourir à ce que j'étais. Et à un moment donné, je dirais que ça c'était en 2012. Ça va faire 4 ans en décembre que cette relation-là est terminée. Puis je pourrais dire que voilà à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc à mi-chemin de maintenant, j'ai pu remercier cette personne-là de ce qu'elle m'avait appris sur moi-même. En vrai ou dans ta tête? Ces choses-là, tu sais, comme moi, on n'a pas besoin d'avoir la personne en face. Même pour pardonner, tu peux le faire seul, dans ton cœur. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis, là, tu avais comme pris conscience, tu avais réalisé que tout ça avait un sens parce que ça t'avait permis de te rebrancher sur le moment présent, sur l'amour, sur le pardon. L'estime de soi. L'estime de soi, de t'ouvrir à une nouvelle vie que tu n'aurais pas connue si tu n'avais pas eu cette peine d'amour-là qui t'a complètement jeté à terre. Tu sais, c'était une destruction totale pour une reconstruction totale. Oui, c'est exactement comme ça. Et je remercie la vie et le ciel d'avoir vécu ça parce que je suis contente et fière de ce que je suis aujourd'hui parce que je l'ai fait par choix. Puis tu le fais comme une grande fille aussi, dans le sens tu moi-même, je m'assume. Oui, tu as décidé que tu te reconstruisais. Ben, c'est pas une décision qu'on prend en se levant un matin, mais en y allant petit à petit, puis en poursuivant, puis en disant « Oh, j'aime ça, ça Ouais. ». Ça prend beaucoup d'humilité quand même. Oui, d'humilité, puis de courage. Voilà, de courage, parce que mourir à ce qu'on est ou à ce qu'on était, ça fait mal. Oui. C'est dur, là.
ça te pogne en dedans, là, puis là, tu as peur, là, t'es mort de peur, là. Mais quand tu t'avances pas à pas, puis tu dis, OK, bon, je vais faire aujourd'hui seulement, mais puis tu passes à travers ta journée, tu dis, ben, coudonc, ça a marché, tu sais, puis je l'ai passé cette journée-là, puis c'était pas si pire finalement, puis c'est là que tu te rends compte que la sérénité est dans le moment présent. Ouais. Elle n'est pas avant, elle n'est pas après, elle est là maintenant. C'est ça. La non-souffrance est dans le moment présent. Ça me donne rien, moi, de continuer à vivre dans des souffrances passées, là. Non. Ça me tentait pas, là. Donc, en remerciant dans ton cœur cette personne-là d'avoir amené tous ces changements-là, finalement, toi de les avoir provoqués, tu lui pardonnais en même temps. Oui. C'est un pardon parce que je sais maintenant que elle-même était dans ses souffrances. Et je ne peux pas en vouloir à un autre être humain d'être dans des souffrances qu'il ne connaît pas. Et d'être dans l'ignorance de ses propres blessures. Est-ce que tu avais l'impression à ce moment-là que tu ne serais plus jamais capable d'aimer? Oui. Oui. Ça, j'ai eu cette période-là. Je me suis dit, maintenant, c'est terminé. Je ne m'impliquerai plus autant, j'aimerai plus autant. Mais non, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est pas j'aimerai plus autant. Je vais aimer différemment. Pas moins intensément. Mais est-ce que tu croyais encore que l'amour pouvait être possible pour toi? Dans les débuts, non. Dans les débuts, non. C'est revenu tranquillement. Ça vient dans le dedans, à un moment donné. Tu fais la paix avec ci, avec ça, tu pardonnes. Tu fais ton cheminement, puis ça. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait. Puis, est-ce que tu dirais que le pardon est essentiel pour passer à autre chose? Oui. Se pardonner à soi-même, avant tout, c'est la partie la plus dure. Il a fallu que je me pardonne parce que je m'en suis voulu longtemps de ne pas avoir été à la hauteur. Ah, de ne pas avoir été à la hauteur, pas d'être resté si longtemps. Aussi. OK. Oui. De ne pas avoir été à la hauteur, d'être resté aussi, de ne pas avoir fait le move que j'aurais dû faire, Tout, je me suis tapé dessus, là, rien qu'en masse, là, ouais, let's go, à grand coup de, Il a fallu que je me pardonne en premier. Après ça, j'ai pardonné à l'autre personne parce qu'elle était dans ses blessures. Étant donné que j'assumais mes blessures, je pouvais comprendre les blessures de l'autre. Tant que tu n'as pas fait ce constat-là, tu es encore t'en veux encore à l'autre personne. Parce que tu projettes aussi, là, tu sais. Fait qu'en te pardonnant, tu es capable de pardonner, tu es capable de faire preuve de compassion. Donc, oui, il faut que tu fasses ça pour pouvoir aimer mieux. Là, tantôt, tu nous as dit, j'avais plus de travail. Puis là, tu ne voulais plus retravailler dans le milieu où tu étais. Tu voulais faire autre chose. Veux-tu nous parler de ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? Parce que je trouve que l'histoire de Valérie est tellement merveilleuse de par la simplicité, mais la magie de tout ça. La synchronicité qu'on pourrait dire. Hein? Ouais. Quand je suis revenue à Québec, j'ai travaillé un peu encore dans le domaine, mais ça n'a pas bien été. L'expérience n'a pas été super bonne, puis tout ça. Ça fait que j'en ai profité pour j'ai pris un an vraiment. Je n'ai pas travaillé beaucoup, sauf un peu avec toi, je dirais. Ouais. Et puis, ce qui m'a fait le plus grand bien, d'ailleurs, tu as été un ange, toi aussi, à travers ma vie, une rencontre extraordinaire. Mais aussi, c'est que j'ai accepté un emploi à un moment donné. À un moment donné, tu veux... Alimentaire. Alimentaire, comme tu dis si bien. Tu payes les factures, puis tout ça. J'ai dit, OK, je vais le faire, mais en même temps, c'est une nouvelle expérience. Donc, je me suis mis à conduire ce qu'on appelle une navette qui transporte des gens à leur poste de travail. Des chauffeurs d'autobus. Des chauffeurs d'autobus, du RTC, pour ne pas le nommer. Et là... Et puis tu me disais, je sais pas pourquoi je fais ça, je le fais parce qu'il faut que je mange, puis que je paye les choses. Oui, exact. Mais je le fais en attendant qu'il arrive autre chose. C'est ça, c'était en attendant. Puis je savais que... Au début, je rageais un peu, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, tu sais. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Puis tout ça. Je me posais des questions, mais à un moment donné, j'ai comme laissé aller. J'ai dit, tu sais quoi, fais-le, puis aie du fun à le faire. Fait que j'avais du fun, puis tout ça, je jasais avec le monde, puis j'avais du plaisir, puis tout ça. Et une journée, puis il faut pas oublier que je me demandais pourquoi je faisais ça. Qu'est-ce que je fais là, moi, tout ça? Fait qu'une journée, mon patron m'appelle et dit, j'aurai un remplacement. Moi, j'avais mes journées fixes tout le temps, tu sais. Puis, ayant mon horaire fixe, j'avais toujours les mêmes personnes qui embarquaient dans ma navette. OK. Mais là, je remplace une journée que je ne devais pas travailler. Donc, j'ai un autre horaire de travail, donc j'ai des nouvelles personnes que je rencontre parce que eux, c'est leur journée qui prennent la navette. Et là, un beau matin, c'est un vendredi matin du mois d'octobre, je suis rendue à mon arrêt, j'ouvre ma porte et il y a cette personne extraordinaire qui monte dans ma navette et
ça a été ce qu'on appelle le coup de foudre. On va le nommer comme que le monde le connaisse. Ça a été un coup de foudre sans savoir. Je la connaissais pas, cette personne-là. Là, c'était assez extraordinaire. Là. Je me suis sentie complètement extrêmement nerveuse, des papillons. Je te le dis, je me comprenais plus. Là. J'avais de la misère à conduire après, là, à rester concentrée sur la route. Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est que si on commence à rentrer dans les détails de ça, c'est que... il y avait déjà des gens qui vous connaissaient. Oui, exactement. Il y a des gens qu'on connaissait qui étaient comme reliés. Mais vous ne le saviez pas. Non, et qui voulaient nous présenter. Votre rencontre était vraiment prédestinée. Oui. Et il n'y a personne qui nous a présenté finalement. On s'est présenté tout seul. La vie vous a présenté. Exactement. Puis ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que pour elle, ça a été sensiblement la même chose de son côté sans qu'on le sache. Et là, par la suite, il y a eu un souper d'amis où on était là les deux. Et la magie s'est poursuivie de façon extraordinaire. Ça a été un contact, même le contact physique des mains, là, il y avait une chaleur incroyable. C'était... Moi, j'ai jamais connu ça. Là. Fait que cet amour-là est encore plus grand que tout ce que tu as vécu. Oui. Oui, parce qu'il est dans la conscience. C'est la première fois que ça m'arrive. Tout l'aspect matériel dans lequel tu as vécu, l'abondance dans ton ancienne relation, l'image, le faux parfois aussi, là. Tu as laissé tomber tout ça, tu es revenu vraiment à l'essentiel, laissé tomber un emploi de professionnel, t'en aller chauffeuse de navette temporairement en disant je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Puis tu as rencontré l'amour de ta vie. Et là, j'ai compris que je devais faire ça pour rencontrer cette personne-là. Inconsciemment, tu ne sais pas, tu fais des choix des fois, tu ne sais pas trop pourquoi. Tu dis, OK, je vais le faire, j'ai besoin de faire ça, je vais gagner ma vie, je vais le faire un bout. Et ça a pris tout son sens après. J'ai compris pourquoi il fallait que je fasse ça. Parce qu'il y avait cette personne-là qui s'en venait. C'est aussi simple que ça. Ça venait de donner la raison pour laquelle tu faisais cet emploi-là particulièrement. Mais en même temps, si tu n'avais pas vécu ta peine d'amour, si tu n'avais pas vécu toute la destruction de l'ancienne Valérie, la reconstruction de la nouvelle Valérie plus consciente, on va dire ça comme ça, tu n'aurais pas rencontré cette personne-là. Non. Parce qu'elle aussi est à un niveau de conscience plus avancé, je dirais, que ton ancienne relation. Oh mon Dieu, ben oui, écoute, c'est deux univers, là, c'est aux extrêmes, aux antipodes, totalement. Mais je suis, moi, à l'antipode de ce que j'étais. Donc, c'est sûr que je pouvais... C'était certain que je n'allais pas rencontrer quelqu'un comme avant. Non, c'est sûr. Parce que j'étais totalement... Puis tu ne voulais plus non plus. Ben non, c'est ça. Mais j'avais tellement changé, puis évolué, puis grandi de tout ça que c'était impossible pour moi de retourner en arrière. Et c'était clair, puis ça allait de soi que j'allais rencontrer quelqu'un là où j'étais rendue. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe aussi. Là, je veux dire, c'est pas exclusif à moi, c'est de même, c'est un peu une loi de la nature. Tu rencontres les gens de là où tu es rendu. Es-tu plus à l'affût maintenant de tes besoins puis d'y répondre, ou est-ce que tu sais, parce que souvent on retombe dans une certaine forme de nos patterns anciens en disant oui, je veux faire plaisir, oui, je vais laisser faire mon besoin, je vais y faire plaisir. Es-tu plus consciente actuellement de ça? Des fois, ça a envie de revenir de façon automatique, ou tu sais, des patterns, des façons de faire qui sont tellement cristallisées puis ancrées en nous que des fois, ça va plus, pas des fois, la plupart du temps, ça va plus vite que nous. Mais là, je suis en mesure, je suis outillée, puis j'ai l'expérience, puis j'ai la conscience aussi de me voir aller, de me prendre en flagrant délit, puis de me dire « Wow, minute, la folle du logis, là, non. Tu vas pas faire ça, là. » Et là, de façon consciente, je choisis qui je veux être, moi. Moi, je me sers de toutes les situations maintenant pour décider, choisir qui je veux être dans cette situation-là. Peu importe, ça peut être même des affaires banales ou quoi que ce soit. Je me pose toujours la question, qui je veux être? Comment je veux me sentir? Moi, c'est important que je me sente en paix, en sérénité, que je dorme bien le soir, la tête tranquille, légère. Tous mes choix sont en fonction de comment je veux me sentir, puis de qui je veux être aussi. Puis c'est toujours en fonction de moi. Mais en faisant ça, c'est sûr que je vais faire le bien. Ton estime de toi, comment tu la vois? C'est pas parfait, mais mon Dieu, c'est deux mondes, là, c'est complètement...
je sais que je suis rendue à un niveau que j'ai jamais été à date, là, tu sais. Fait que c'est juste, ça continue de monter, puis, tu sais, faut pas mélanger tout non plus. L'estime de soi, c'est pas être égocentrique, là, Non, c'est non, pas être loin de nombriliste, là, là. non. C'est de s'aimer assez pour faire des choses qui sont bien pour nous par amour, puis ça fait juste en sorte que... Ça rayonne sur les autres. C'est ça, ça rayonne sur les autres, ça peut pas faire autrement. Si ta meilleure amie était dans la même situation que tu as vécu il y a 4 ans maintenant, là, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner? Euh, le conseil que je lui donnerais, c'est en fait, je lui dirais juste de vivre ce qu'elle a à vivre selon ce qu'elle ressent. Parce que tu peux pas empêcher quelqu'un, on le sait tout, hein, quelqu'un, tu vas dire, hey, fais pas ça, ou enfin, la personne, là, elle va y aller pareil. Il faut que les gens vivent leur propre expérience. Je lui dirais d'écouter son feeling et que peu importe ce qui va arriver, je vais être là. Mais dans une situation où la personne est en peine d'amour, puis que... De s'accrocher. Ouais. De s'accrocher. S'accrocher, à quoi on peut s'accrocher à ce moment-là? Il faut s'accrocher aux gens qui sont là, aux amis, aux personnes qui nous aiment. Il faut s'accrocher aussi à l'espoir que demain, ça va être mieux. Ça va être un petit peu moins lourd demain. Il faut s'accrocher aussi au fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous aime. Il n'y a jamais personne qui est complètement seul. Il y a toujours quelqu'un quelque part. Tu sais, quand même que ce serait les gens qui sont même dans la rue, il y a des centres, il y a des gens qui peuvent être là aussi, qui peuvent faire une différence. Tu sais. Fait que moi, je pense que je dirais de s'accrocher. Je dirais de s'accrocher, puis que ça va être mieux demain, puis que d'y aller, rester dans le moment présent. Tu sais, ça fait cliché tout ça, mais c'est ça pareil. Je me suis fait dire ces phrases-là. Oui, consulter. J'ai été consultée, mais tu sais, il y en a des fois qui n'ont pas toujours les moyens, ils ne sont pas capables. Moi, ça a été... Au début, je n'ai pas pu y aller, parce que j'avais pas de ressources financières. Fait que mes psychologues, c'était mes frères et sœurs, c'était ma famille, c'était mes amis, tu sais. Ils me supportaient tant bien que mal, tu sais. Je sais que ça n'a pas été facile pour eux autres, parce que... Ça devait être épeurant aussi. Quand tu aimes quelqu'un, tu la vois souffrir comme ça, c'est pas évident. Oui, oui, c'est exactement ça. C'était épeurant pour eux, parce qu'ils sont pas capables de... Il faut que tu fasses les affaires toi-même. Il n'y a rien qui peut être fait à ta place. Fait qu'ils peuvent être là, mais jusqu'à quel point? Est-ce que tu irais jusqu'à dire que ta peine d'amour était une bénédiction dans ta vie? Ah oui, c'est ça, je t'ai dit tantôt. Oui, absolument. Aujourd'hui, je peux en parler, puis regarde, tu me vois à la face, là. C'est extraordinaire, là où ce que ça m'a amené, c'est extraordinaire. Wow. Le changement que ça l'a opéré dans ma vie, puis l'éveil que ça m'a donné, puis la conscience, puis qui je suis a rien à voir avec ce que j'étais. Même cette personne-là me reconnaîtra même pas. Ah oui, c'est vrai. Puis elle était 11 ans avec moi, là. Wow. Puis je la remercie. Je la remercie, je te remercie. Ça peut avoir de l'air même au-dessus de mes affaires, mais non, je suis loin d'être au-dessus de mes affaires, mais je reconnais la puissance de ce qui arrive dans nos vies pour nous projeter. On pense que la vie, des fois, fait juste nous taper dessus. Non, non. Je comprenais pas. Tu comprends-tu? Ça m'a pris 11 ans. Elle dit, faut-tu comprendre à un moment donné? Sors de là. Tu ressors de tout ça avec une grande confiance dans la vie. Hein? Oui. Oui, parce que la vie, comme tu le dis si bien, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Merci, Diane, de propager ce message-là, parce que c'est vrai. C'est vrai, je suis une survivante de ça, moi. C'est tellement beau de t'entendre, là. Je pense que tu es en train de donner espoir à tous ceux qui sont en train de vivre ça, ou qui l'ont vécu, ou que ça va pas trop bien dans leur vie, puis qui savent, qui craignent un peu ce qui les attend. Tu es une force de la nature, tu es une résiliente, mais on peut tous se sortir de ça, des peines d'amour et des autres sujets qu'on aborde là, dans cette émission. Là. On peut tous se sortir de ça, mais il faut y croire, il faut s'accrocher. Puis il faut surtout, comme tu viens de le dire, savoir que c'est sûr que la vie, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Puis ma devise, c'est un peu go with the flow, tu sais, OK, la vie, elle nous apporte ça là, c'est ça que j'ai à vivre là, puis je vais attendre, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour moi. Tu sais, toi, tu as rencontré l'amour de ta vie dans des circonstances que tu n'aurais jamais pensé. Ah non, puis tu sais, tu vis quelque chose, moi, je t'ai vu te transformer quand tu es tombée en amour avec cette personne-là, et c'est vraiment beau, ton message d'espoir, il
tellement merveilleux. Merci beaucoup, Ben, Valérie. ça me fait plaisir. Merci. Je vous souhaite d'écouter votre cœur comme Valérie, puis de vous écouter, puis de vous retrouver dans tout ça. Merci, ma belle. Ça fait C'est un plaisir. amour. Je t'adore. Moi aussi. Merci. Alors, chers amis, merci d'avoir été à notre écoute aujourd'hui. On se revoit bientôt. Gardez l'espoir dans votre cœur. Tout finit par s'arranger. Je vous aime. Bye.